Bon, alors bonjour à toutes et tous. Voici la partie 3 de votre de ce chapitre sur Hernani. Avant tout, une remarque. Je ne sais pas si vous lirez mes cours, puisque désormais, a priori, vous passerez votre bac en contrôle continu. Tous ceux qui liront écouteront mes cours, évidemment, ça ne pourra que vous faire plus de bien. Je ne sais pas si nous aurons l'occasion de nous revoir pour pouvoir placer un devoir. Si c'est le cas, j'en placerai sans doute un dans la mesure du possible. Donc ça veut donc dire que les cours que nous faisons actuellement seront sans doute nécessaires pour répondre à une question à 8 points, à 12 points ou sur une question à 8 et 12 points. Je ne sais pas encore trop ce qu'on fera. Voilà pour les explications globales. Donc dans cette partie 3, nous allons nous arrêter sur le temps et l'espace dans Hernani. On va bien voir que Victor Hugo est à la fois un dramaturge mais aussi un scénographe puisque temps et espace qu'on le ressent dans le décor notamment font partie de l'écriture dramaturgique de Hugo. Vous n'avez qu'à justement remarquer à quel point les didascalies sont développées. Cette partie se fait en 2 séances, c'est-à-dire ce lundi, et puis peut-être que je vous posterai un cours la semaine prochaine. Je pense que c'est ce que je ferai, même quand bien même le lundi est férié. Donc cette première séance sur cette partie 3, c'est la séance 7. Et on va se poser la question, d'ailleurs j'ai oublié de mettre le point d'interrogation, si vous voulez bien le faire en même temps que moi. On va se poser la question suivante, c'est toujours la même question, je ne sais pas si vous avez remarqué. Tout le monde dit que Hernani est une pièce révolutionnaire, mais à chaque fois j'essaie de contrer cette idée reçue. Oui, c'est une pièce révolutionnaire, mais c'est pas la plus révolutionnaire du monde. Donc la séance 7 s'intitule ainsi, Hugo remet-il totalement en cause la règle classique des 3 unités? Alors évidemment, pour répondre à cette question, je vais vous faire un rappel sur la règle des 3 unités. Donc on voit dans le drame romantique et particulièrement dans Hernani une rupture par rapport à la règle classique des 3 unités. C'est pas un mensonge, on a bien une rupture. Et dans le théâtre classique, il y avait une règle des 3 unités parce que en fait on voulait accomplir ce qu'on appelle l'illusion théâtrale et on se disait que dans le temps d'une représentation, au mieux on pouvait caser 24 heures et pas plus. Donc afin d'être le plus vraisemblable possible et non pas le plus réaliste, c'est pas la même chose, eh bien on appliquait le principe suivant, c'est-à-dire raconter une action unique, donc unité d'action, en 24 heures, unité de temps, dans un même lieu, unité de lieu. Donc 3 unités, puisque unité d'action, de temps, de lieu. D'accord. Il y a donc une unité d'action, car il n'y a qu'une seule intrigue principale. D'accord. On a une unité de temps, car tout se passe en une journée, généralement, 48 heures grand maximum. Et on a une unité d'action, car... une unité de lieu, je me suis trompée, excusez-moi, il faut corriger. Je ne me suis pas totalement relue. Donc, et on a une unité de lieu, car toute l'action a lieu dans un même endroit. Souvent dans un espace que tout le monde peut traverser, en une antichambre, enfin bref, d'accord. Alors effectivement, Victor Hugo s'inscrit en rupture par rapport à cette règle des 3 unités. Mais est-ce qu'on peut pour autant dire qu'il s'en débarrasse totalement de cette règle des 3 unités? C'est un peu rapide, d'accord. Donc dans un premier temps, on va voir en comment Victor Hugo n'est pas d'accord avec la règle des 3 unités. Et puis je vous propose de mettre quelques petits bémols sur cette remise en question. Pour cela, je m'appuie sur des extraits de la fameuse préface de Cromwell, dans laquelle Victor Hugo dit « Quoi de plus invraisemblable et de plus absurde en effet que ce vestibule, ce péristyle, cette antichambre ?» Donc là, il parle du lieu banal où nos tragédies ont la complaisance de venir se dérouler, où arrivent
où arrivent, on ne sait pas, on ne sait comment, les conspirateurs pour déclamer contre le tyran pour déclamer contre les conspirateurs, chacun à leur tour. C'est quand même invraisemblable qu'au même endroit, on trouve des gens tellement opposés qui viennent là, à ce moment-là, vous parler de l'essentiel. De graves personnages viennent nous raconter ce qui se fait dans le temple, dans le palais, dans la place publique, de façon que souvent de fois, vous voyez que souvent n'est pas un adverbe ici, l'adjectif, nous sommes tentés de leur crier vraiment, mais conduisez-nous donc là-bas, on s'y doit bien amuser, cela doit être beau à voir. Victor Hugo suggère ici qu'en fait, il aurait été plus intéressant pour le spectateur de vraiment se déplacer là où se passe l'action qui est racontée par des personnages qui viennent se présenter à nous pour nous raconter ce qui se passe ailleurs. D'accord donc, Victor Hugo n'est pas franchement d'accord et même il dit que c'est une invraisemblance. C'est complètement absurde d'imaginer que on réunit des personnages complètement opposés pour pouvoir se rencontrer dans ces lieux qui ne sont pas des lieux en plus d'importance. Donc effectivement, dans la préface de Cromwell, Hugo est en rupture avec la règle des trois unités. Mais c'est pas pour autant qu'il s'en débarrasse totalement. D'accord ? Il n'est pas le premier d'abord, c'est pas le grand révolutionnaire Hugo. Il n'est pas le premier à remettre en cause la règle. D'accord ? Il y a des théoriciens, ceux qui ont inventé le drame bourgeois avant lui. Je rappelle, le drame bourgeois, c'est 18e siècle. Qui l'ont mise en doute cette règle et qui l'ont défiée. D'ailleurs, je remarque qu'il faudrait mettre comme ça. Autre remarque, pour contrer un petit peu l'idée générale, Victor Hugo n'a pas évincé la règle des trois unités. Parce qu'on va remarquer que pour chaque acte, en fait, en réalité, on a bien une unité de temps, de lieu et d'espace dans Hernani. Par contre, si on prend la pièce dans sa globalité, effectivement, il n'y a pas de respect ni de temps, ni de règle de temps, ni de règle de lieu au niveau des unités. En revanche, l'unité d'action chez Hugo est totalement perceptible, d'accord ? Ce qui sera moins le cas sur des pièces plus tardives à la fin du 19e siècle, avec Lorenzaccio de Musset par exemple, où là, du coup, l'action est beaucoup plus complexe et multiple. Un autre élément à prendre en considération, qui va nous dire en fait que Victor Hugo ne se débarrasse pas totalement de la règle des trois unités, c'est que Hugo va hiérarchiser les unités. Et pour Hugo, l'unité la plus importante reste l'unité d'action. C'est pour ça que dans mon explication, je vais vous montrer comment l'unité de lieu et l'unité de temps servent en réalité l'intérêt dramatique de la pièce et donc l'action. Donc, qu'est-ce que va faire Hugo ? Il va donc mettre la représentation du temps et du lieu au service de l'action. Donc, à chaque fois, ce temps, ce lieu vont avoir une fonction pour faire avancer l'action, la rendre plus forte, et souvent une fonction symbolique. Voilà. Donc non, Hugo ne se débarrasse pas totalement de la règle des trois unités, quand bien même il soulève quelques réticences sur l'application un peu psychorigide de ces trois règles. Alors, quelle époque et quel lieu pour Hernani ? Vous avez vu que pour quel lieu je l'ai mis au pluriel, d'accord ? Alors c'est pas parce que je me suis trompée, c'est parce que en réfléchissant je m'étais dit que c'était quand même mieux. Pour Hugo, qui passe sa fiction en Espagne, sachez que le choix de l'Espagne, ça a un intérêt dramatique pour lui, d'accord ? Donc, voilà ce qu'il dit dans la préface de Cromwell. Le lieu où telle catastrophe s'est passée en devient un témoin terrible et inséparable. Autrement dit, le lieu de l'action, d'accord, est en lien véritablement avec ce qui s'est passé, avec la catastrophe. Donc, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Il y a vraiment une idée de complémentarité entre le choix du décor et l'action. D'accord ? Ça, c'est très très important de l'entendre chez Hugo. L'action est à relier avec le choix du lieu, du décor. D'accord ? Même des décors, puisque nous avons plusieurs lieux. D'accord ?
Et l'absence de cette sorte de personnage muet décompléterait dans le drame les plus grandes scènes dans le drame. Autrement dit, pour Hugo, et ça c'est un élément très important, euh, la notion de lieu équivaut pour lui à un autre personnage. Donc le décor est aussi important qu'un autre personnage de la pièce. Preuve que Hugo se sépare pas totalement de ce lieu, euh, pas forcément de l'unité, mais la notion de lieu, pour lui, c'est très important. Donc, deux choses à retenir sur cette citation. Il y a un lien important entre action et lieu. Ça, c'est la première des choses. Et le décor a autant de sens qu'un personnage. Il dit d'ailleurs que c'est un personnage muet. D'accord? Il signifie autant de choses qu'un personnage sur scène. Ensuite, dans Hernani, puisque ça se passe en Espagne, il y a quelque chose de l'ordre de l'exotisme, évidemment. Donc nous, on va parler de couleur locale. Si vous préférez, hein, c'est l'exotisme, la couleur locale. D'accord? C'est donner, faire l'impression qu'on est ailleurs. Enfin, donner l'impression qu'on est ailleurs. En essayant d'être le plus proche de ce que c'est que l'Espagne, par exemple. Voilà ce que dit Hugo. Ce n'est point à la surface du drame que doit être la couleur locale, mais au fond, dans le cœur même de l'œuvre d'où elle se répand, au dehors. Au dehors d'elle-même, naturellement, également, et pour ainsi parler, dans tous les coins du drame. Comme la sève qui monte de la racine à la dernière feuille de l'arbre. Le drame doit être radicalement imprégné de cette couleur des temps. Elle dit en quelque sorte y être dans l'air. Autrement dit, ça revient à ce qu'on vient de dire tout à l'heure sur le lien entre action et lieu. Le fait que Hugo mette Hernani en Espagne à une certaine époque révèle quelque chose de l'action. En fait, le lieu, la couleur locale, crée l'atmosphère de la pièce. Donc elle crée le symbole de la pièce. Ainsi, Hernani ne peut se passer qu'en Espagne, en fait, sous le règne de Don Carlos, et tout dans les didascalies permet de créer une atmosphère. Et c'est l'atmosphère que je recherche Hugo, c'est celle principalement de l'honneur castillan. Euh, le but, donc du coup, n'est pas, mais vraiment pas, hein, de mettre Hernani en Espagne parce qu'il a envie de faire une pièce historique et qu'il veut nous faire voyager en Espagne. Non, 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 non. Son but, c'est de créer une atmosphère qui va révéler la fiction. Une petite remarque ensuite. Pour Hugo, la reconstitution exacte de l'histoire, c'était pas possible. Pour la simple et bonne raison que les décors pour la pièce n'ont pas pu être faits pour la pièce d'Hugo. Et que du coup, il a dû emprunter des décors à d'autres mises en scène. Et vous voyez que là, du coup, ça va créer un énorme anachronisme. La mort de Venise de Vigny va servir au décor les décors de la mort de Venise de Vigny vont servir à Hernani. Donc du coup, Italie, Espagne, moyen. Et le mort de Venise, ça veut dire l'arabe de Venise. Donc on est avant le XVIe siècle, c'est-à-dire qu'on est au moment de l'invasion mauresque, c'est-à-dire des Arabes au sud de l'Europe. Donc on est un temps en avant dans la pièce de Vigny par rapport à Victor Hugo. Donc la précision historique, franchement, c'est pas le but d'Hugo. Hein. Le but d'Hugo, c'est avant tout de montrer que les décors sont emblématiques, symboliques, qu'ils apportent quelque chose, ils appellent du caractère à l'action. Mais du coup, qu'est-ce qui intéresse Victor Hugo dans son action, dans ses décors, pour mettre en exergue son action? D'abord, Hugo a envie de représenter l'Espagne des grands, c'est-à-dire celle des seigneurs. Euh, et cette époque, c'est une époque qui est reculée, c'est l'époque du Moyen Âge, hein, que la France a elle aussi vécue, quand il y avait beaucoup de seigneurs et un roi. Le roi, en fait, c'était un seigneur parmi les autres, d'accord? Et on le fait bien sentir, parce qu'à l'acte 3, par exemple, on sent cette autre forme de pouvoir seigneurial
avec les didascalies, puisque quand on entre chez Don Rui, hein, on a un grand fauteuil ducal en bois de chêne, comme si en fait Don Rui était à l'image d'un roi. D'ailleurs, Donia Sol reste debout, hein, pour marquer cette importance du seigneur. Autre élément, c'est l'Espagne du Moyen Âge, d'accord? Et l'architecture médiévale est audible dans les paroles des personnages. Puisque si on retourne, vous pouvez vous le noter si vous voulez, vers 1038 dans votre œuvre, il est question de cette citation. Je rappelle, cette citation nous vient de Don Origomez, hein, qui s'adresse à Donia Sol et Hernani, hein, alors qu'il vient de les surprendre, alors même que Donia Sol est chez Don Origomez. Hein. Bon Seigneur, va-t'en voir si ta muraille est haute, si la porte est bien close et l'archer dans sa tour, dans ton château, pour nous, fait et refait le tour. Donc on voit bien l'architecture médiévale poindre à l'horizon, puisque vous avez la notion de muraille qui apparaît, la tour, le château. Et puis en plus, vous avez un jeu de mots sur tour et tour, d'accord? Qui renvoie à l'idée du guet, hein, sachant que chaque château à l'époque médiévale c'est généralement des châteaux de défense. Ce qui n'est plus le cas sur les châteaux de la Renaissance. Bref, on voit bien dans les paroles des personnages que le château est un château du Moyen Âge. Autre chose, le château d'Aragon, d'Hernani, hein, qui se trouve en Aragon du coup, incarne à lui seul par ses forteresses, ses montagnes, ce Moyen Âge reculé qui défie la Renaissance et la monarchie. On sent poindre dès le décor l'enjeu politique et les réalités de pouvoir. Autrement dit, on a une opposition entre le pouvoir monarchique qui se met en place à la Renaissance et la résistance qui se trouve plutôt dans les seigneurs qui habitent des châteaux type gothique. Donc dans la même idée, le contre-pouvoir à la monarchie est incarné à la fois par les grosses forteresses médiévales, mais aussi par un espace intérieur, un autre espace intérieur, qui se trouve aussi dans le château de Nonori Gomez. C'est la galerie de portraits. Je vous l'avais exposé en AP, évidemment, pour ceux qui ont assisté à la séance d'AP. Victor Hugo s'inspire de sa vie, et notamment de son voyage en Espagne qu'il a effectué pour rejoindre son père, qui était en mission en Espagne, et il a traversé le petit village d'Hernani. Or, dans le petit village d'Hernani, il y avait des maisons avec des frontispices et des écus en l'honneur des familles du village importantes. Concrètement, la scène des portraits équivaut à cette balade dans Hernani pour Hugo. Donc, pour résumer, on a bien deux lieux qui peuvent renvoyer à cette résistance politique qu'on observe dans Hernani, à la fois le lieu du château médiéval, qui contre la Renaissance et la monarchie, et puis l'intérieur, et notamment la galerie de portraits de Don Ruy Gomez, qui signale qu'avant le pouvoir monarchique et son importance, il y avait d'abord les seigneurs. Donc la traversée de la galerie de portraits chez Don Rui égale la traversée d'Hugo dans les ruelles d'Hernani. Évidemment, comme souvent chez Hugo, le lieu sert l'action, et du coup chaque tableau, chaque ancêtre qui va être ironiquement présenté au roi va représenter les couronnes ducales, les écussons dorés, les broderies, et ça va être une façon pour Don Rui de faire remarquer au roi qu'avant lui, il y avait un autre pouvoir royal qui faisait tourner l'Espagne, et ça depuis des siècles. Et on entend, du coup, la dimension politique de notre œuvre, au-delà d'une dimension amoureuse. Et c'est pour ça qu'à l'issue, et même pendant cet épisode de la galerie des portraits, on verra un roi très énervé, Don Carlos, puisqu'il a vraiment la sensation qu'on se moque de lui. Alors, on se moque de lui doublement, parce que, on lui cache Hernani, hein, c'est ce que fait Don Ruy Gomez,
Et en plus, Don Ruy Gomez se permet de lui rappeler, en lui montrant tous ses ancêtres, qu'avant la monarchie, celle-ci avait vécu grâce aux grands seigneurs d'Espagne. Donc, on a là, dans ce choix des décors, notamment du décor intérieur de la galerie des portraits, euh, une avancée dramatique au sens où on a une énième remise en cause du pouvoir politique de Don Carlos. Autre élément, le décor, c'est le décor qui évoque la Reconquista. Je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, il y a eu un emprunt avec le mort de Venise de Vigny, et donc du coup, c'était pas inintéressant pour Victor Hugo, puisque quand même il va s'en servir. Je vous rappelle ce que c'est que la Reconquista. La Reconquista, c'est la reconquête par les Espagnols de leur propre territoire aux morts, hein, au moment de l'invasion des Arabes dans le sud de l'Europe. Et notamment, Don Carlos évoque ce temps, alors non pas cet espace, mais ce temps, bon, d'accord. On a temps et espace dans cette sous-partie, hein, désolé, je ne l'ai pas précisé. Parce que tout simplement, Don Carlos va parler du roi Boabdil, dernier roi de Grenade, et de Mahom, qui est Mahomet, le prophète. Donc, pour revenir à ça, le palais des Aragons, donc le palais où se situe la famille d'Hernani, il apparaît évidemment comme un double du palais des Don Ruy, c'est-à-dire un palais marqué par l'aspect médiéval, d'accord. Donc du coup, le côté résistance politique à cette renaissance qui va installer un pouvoir monarchique très fort. Mais il fait aussi apparaître les apports de la culture maure. Et notamment, on sait par exemple dans les didascalies que on a des fêtes gothiques et arabes, alors non pas des fêtes des réjouissances, hein. Les fêtes, ce sont les éléments de bois qu'on trouve au niveau d'une toiture, ce qui pourrait remplacer des poutres chez nous par exemple, les entourages de fenêtres par exemple. Et puis on évoque aussi deux rangs d'arcades mauresques au-dessus ou au travers desquels on voit les jardins du palais. Or vous savez très bien que dans l'architecture arabe, le jardin, qui est souvent à l'intérieur de la cour, et puis les sculptures en boiserie sont magnifiques. Le palais des Aragons mélange à la fois gothisme et puis culture mauresque. Donc ça doit être magnifique tout de même. Et puis, dernière chose, mais ça j'ai déjà commencé à vous le dire, c'est un décor qui met en évidence les rivalités politiques et les luttes de pouvoir. Au-delà de ce que je viens de vous présenter, hein, les luttes politiques se jouent dans les oppositions d'espace. Vous avez souvent l'espace des montagnes, qui est le lieu de la rébellion des seigneurs ou des bandits quand ceux-ci ont été rejetés par le pouvoir royal. Et d'ailleurs, ces bandits, ces seigneurs n'investissent la ville que la nuit, d'accord. Puisque la ville, elle, c'est l'incarnation du pouvoir royal. Donc il y a une opposition entre les montagnes et la ville, d'accord. Autre élément, euh, la conjuration des grands d'Espagne puis leur soumission à l'empereur ne se fait pas en Espagne, parce qu'il fallait un terrain neutre pour que Don Carlos devienne empereur. Ça ne pouvait pas se passer en Espagne, puisque l'Espagne est déjà un lieu d'opposition politique. Donc tout se passe à Aix-la-Chapelle. Donc ça veut dire que Hugo va replacer cet épisode en plus dans une autre époque, puisqu'il va faire appel à l'époque de Charlemagne avec son tombeau. Et c'est pour ça qu'il va créer une atmosphère gothique. D'accord. Donc il y a d'abord dans la ville, dans Hernani, à chaque fois qu'on est en Espagne, une opposition dans les lieux, d'accord. Montagne, ville, mais aussi château gothique et autres espaces qui pourraient être en lien avec le pouvoir royal. Et puis quand il est question de conjurer les grands seigneurs ou bien de faire de Don Carlos un empereur, eh bien on déplace l'action et on l'amène jusqu'à Aix-la-Chapelle. Et quand on déplace cette action, il y a comme un retour en arrière, un retour vers
vers Charlemagne. Enfin, et ça, c'est une sorte d'ouverture pour moi vers la séance numéro 8. Je voulais faire un petit point. Euh, je vous ai dit au début de la séance, dans le titre de la partie, que il était évident que chez Hugo, comme dans n'importe quel drame romantique, euh, la mise en scène est quelque chose d'essentiel, fait partie de l'écriture dramaturgique. Mais c'est pas pour autant que c'est propre à Hugo, hein, puisque d'autres auteurs de drames romantiques ont beaucoup utilisé la mise en scène. Ils l'ont énormément cadré. Preuve que en fait le dramaturge devient de plus en plus un metteur en scène quand il écrit. Donc la mise en scène fait partie de l'écriture dramatique d'Hugo. Pour cela, il y a un élément très facile à montrer, hein. Au début de chacun de vos actes, regardez la longueur des didascalies. Et puis dans tous les cas, l'espace, le temps, tout ça, ça a une très forte importance dans le langage théâtral, c'est-à-dire même dans les répliques, on voit une allusion aux espaces et au temps. Mais au-delà de ça, euh, il y a d'autres éléments sur scène dont parle Hugo qui figurent le temps et l'espace, en dehors évidemment du décor. Vous allez avoir les objets qui vont signifier une appartenance à une époque, à un temps, à un personnage, à une action, etc. Les accessoires, les costumes, la musique. Je vous rappelle que Hugo est influencé par le mélodrame et à l'époque d'Hugo aussi, il y a un grand succès de l'opéra. Donc la musique est importante, sachant que Hugo, lui, fait une petite entorse au règlement, c'est-à-dire, et d'ailleurs ça ne plaira pas du tout à ses acteurs, il va incorporer la musique dans les scènes et non pas comme illustration à la fin, au début d'une scène. Les sons hors scène ont de l'importance. Le silence aussi a de l'importance puisqu'on fait intervenir ce qu'on appelle de la pantomime, autrement dit du mime, hein, ce qui va créer de véritables tableaux. Et puis le nombre de figurants aussi qui va jouer le rôle qui va permettre de compléter les tableaux. Et c'est assez, je vous l'ai mis parce que c'est assez percutant. Des figurants, il y en avait 12 aux premières représentations, à la toute fin des dernières représentations, il y en avait 104 environ. Donc ça montre bien que Hernani a suscité un certain engouement. Et puis deux, que c'est important pour Hugo de mettre beaucoup d'humain sur la scène. Seulement, ce poids de la scénographie, c'est pas le simple fait d'Hugo, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, c'est pas proprement hugolien. Hugo est influencé. L'importance de la scénographie était déjà perceptible dans le drame bourgeois. C'est très important aussi dans le vaudeville, au temps d'Hugo, mais même plus tard dans le siècle. Notamment chez Hugo, je peux vous donner un petit exemple. Les portes ont beaucoup d'importance, je vous en parlerai dans la séance prochaine. Dans un vaudeville, la porte, c'est très important aussi. Pour les mêmes raisons, évidemment. Il y avait à la fin du XVIIIe siècle des pièces historiques, plutôt vers la Révolution. Et elles aussi accordaient beaucoup d'importance aux décors, notamment, aux décors qu'ils estimaient, qu'il estimait important parce qu'il fallait qu'il y ait une vraisemblance. C'est pas le cas d'Hugo, évidemment. Et puis avant Hugo, il y a eu d'autres drames romantiques, hein, et donc du coup, c'est assez logique qu'avant Hugo, il y ait aussi eu une importance de la scénographie, de l'écriture de la scène. Par ailleurs, le 19e siècle est marqué par des progrès techniques euh, au niveau des métiers de la technique sur scène. Quand bien même le théâtre français, c'est-à-dire la comédie française, qui représente la pièce d'Hernani, est un des derniers théâtres à en profiter, puisqu'en fait, à la comédie française, c'est un des derniers théâtres à obtenir l'éclairage par le gaz, et donc un meilleur éclairage qu'à la bougie, évidemment. Et pour vous donner une autre référence, les opéras, les théâtres privés offraient des décors en trompe-l'œil, ce qui est une technique tout à fait neuve pour l'époque. Et on a réfléchi à un autre espace théâtral, beaucoup plus ouvert, avec des dispositifs qui étaient à 180 ou 360 degrés. Et ça montre qu'en fait, on est en train de réfléchir à l'espace de la scène. Hugo est assez classique dans son genre, puisque pour Hugo, quand même, le 360 degrés, non pas qu'il y ait réfléchi à proprement parler, hein, mais chez Hugo, le quatrième mur est très important. Donc si on fonctionne à 360 degrés, on oublie le quatrième mur, et là, du coup, ça pose problème.
Et enfin, Hugo est influencé par des décorateurs qui travaillent pour le théâtre, et comme Cicéry, qui est le décorateur de la pièce d'Hernani. Donc il n'y a pas que les dramaturges qui travaillent évidemment au décor, mais aussi les décorateurs. Voilà pour ce cours. Euh, ce cours donnera lieu à une suite, évidemment, dans lequel on évoquera ce travail de scénographe de Victor Hugo. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à la semaine prochaine euh, pour un cours supplémentaire. Alors, je ne sais pas comment je le placerai, mais je le placerai, je me débrouillerai, vous inquiétez pas. Allez, bonne fin de journée.